Bienvenue à la portion extra. Question de François Jeté. Question repêchage 2026 pour le CH. Montréal, s'ils gardent leur choix de première ronde, devrait repêcher autour du 25 ou 26e rang, à moins de se rendre loin. Dans cette section du repêchage, est-ce que le CH devrait risquer une sélection avec un plafond plus bas, mais qui comblerait un besoin, ou en vaudrait-il mieux y aller pour le coup de circuit au plafond élevé, mais plus risqué? Avant de répondre à la question, on a fait le travail pendant la pause. Et dans un scénario, disons, défavorable série, mais favorable repêchage, admettons, parce que là, le gagnant de chaque section devance le Canadien. Le Canadien. Donc, disons que Buffalo, Caroline, Vegas et Colorado n'accèdent pas au carré d'âge, ce qui peut arriver. Ça te fait déjà 4. Là, eux, ils sont évidemment devant le Canadien au classement du repêchage. Fait que tu as les 4 demi-finalistes qui repêchent de 31, 30, 29, 28, parce qu'Ottawa a le 32e. Oui. Fait que là, tu recules de 8 places. Disons qu'ils perdent au premier tour contre Tampa, qui est devant eux. Mais là, ils se retrouveraient avec le 21e choix. Fait que ça, c'est un scénario hyper favorable. Fait qu'il y a possibilité qu'ils se retrouvent entre 21 et 25. S'ils sont au corridor, c'est 28, 29, 30 ou 31. C'est ça. 31 s'ils gagnent la coupe. Alors, fait que ça varie quand même. Comme François le mentionne, on va baser à peu près autour de 25. OK. Bon. Moi, dans cette... à ce niveau-là, c'est toujours la même chose. Il faut que tu regardes qui est-ce qui est encore disponible. Tu as des joueurs qui glissent. À chaque année, des fois, tu as un joueur qui glisse. Collatson. Oui, tu dis, oh là là, il est encore là, lui. Et il y a d'autres années, oui, il y a des joueurs qui glissent, mais rendu à 21-22, il ne reste plus rien. En fait, on se comprend, il ne reste plus rien. Michael Age, 21. Oui, mais des fois, ça arrête là. Oui. Souvent, au repêchage, c'est vers 20-21 que ça arrête. Puis là, après ça, ça devient pas mal plus compliqué. Puis là, tu commences à être plus dans les projections, les joueurs de 3e, 4e tour. Robert Thomas, 21. 20 Thomas. 20. Oui, c'est ça. Alors, rendu autour de 25, 26, oui. Et c'est pour ça que le Canadien s'est avancé pour aller chercher Michael Age il y a 2 ans. Parce que, justement, à 25, 26, il aurait pu être là. Bien, probablement qu'ils ont fait leur liste. Oui. Puis à 21, il y avait 21 noms qu'ils aimaient. Oui. Puis après ça, parce que c'est ça. Ils ont fait l'échange avant le repêchage. Plusieurs jours avant le repêchage. Oui. Fait qu'ils savaient qu'il était correct à 21. Voilà. Oui, parce que si tu as 21 noms, tu sais que ça va être un des 21 premiers voilà. Officiellement, parce que toutes les équipes n'ont pas la même liste. Alors, qu'est-ce que je ferais, moi, rendu à ce niveau-là? En prenant pour acquis, mettons, que tous les joueurs sur ma liste sont partis. Dans le sens, mes tops. Moi, je ne suis pas très, très en faveur d'y aller pour un besoin en première ronde. C'est plus des choses, je pense, que tu peux commencer à faire en 2e ronde. Mais en première ronde, moi, j'essaierai toujours d'aller chercher, dans ce qui reste, le joueur, d'après moi, qui a peut-être le plafond le plus élevé, le plus talentueux. Tu sais, un genre de Zarovski l'année passée, que tu peux prendre à ce niveau-là. Parce que y aller pour des besoins, bien, dans le fond, c'est quoi un besoin? Un besoin aujourd'hui n'est peut-être plus un besoin dans 3 ans, quand le joueur est prêt. Puis c'est quoi un besoin? Tu sais, tu vas dire, ça prend des défenseurs droitiers, mettons. OK, prends des défenseurs droitiers. Oui, mais le défenseur droitier que je vais choisir, est-ce qu'il est nécessairement un choix optimal ou c'est carrément un choix de 3e ronde, mais qui... Tu sais, on n'est pas au football où les équipes vont y aller par besoin parce que tu as vraiment des positions différentes à combler. Un corps arrière puis un demi-défensif, c'est pas la même chose. Ouais. Au hockey, à part le gardien, tout le monde évolue pas mal sur la même glace. Oui, il y a défenseur gaucher, défenseur droitier, ailier, mais il y a toujours moyen de départager. Et en plus, contrairement au football, les joueurs de hockey ne sont pas prêts tout de suite, sauf exception comme Matthew Sheffer. Mais c'est pour des fins de discussion agréables, parce que tu sais comme moi que les probabilités que ce choix-là soit échangé sont quand même très grandes. Oui, moi, s'il y en a qui veulent des noms, c'est sûr qu'on va y aller plus en détail dans les prochaines semaines, mais s'il y en a qui veulent une coupe de noms, moi, j'aurais Alexander Command, un Suédois. C'est pas un nom suédois, Command, mais oui, c'est un Suédois. C'est un centre gaucher de 6 pieds 1, 190 qui est très habile offensivement. D'après moi, il va être parti. Un qui risque d'être là, cependant, un autre centre gaucher
Maddox Dagenet, le fils de Pierre. OK. 6 pieds 4, 200 livres. Je pense que lui, en ce moment, de façon réaliste, si j'étais le CH, il serait probablement ma cible. OK. Et puisque Pag est absent, ben Comment, c'est un joueur qui plairait beaucoup aux journalistes à Montréal. OK. Comment. Command. M-A-N-D. Ouais, ben là, j'ai changé. OK. OK, c'est beau. Prochaine question de Merci. François Gendron. Salut Snake. De mémoire, y a-t-il déjà eu un repêchage aussi pauvre en talent que celui de 1992? Comment expliquer cela? Et est-ce que ça pourrait se reproduire dans les prochaines années? Ben là, il y en a un beaucoup plus faible que ça. Lequel? 99. Oui, 99 était très faible. Ça, Il y c'est avait le plus faible de l'histoire. Il y avait les frères Sedin, puis quoi? Avlat. Martin Avlat, C'est c'est tout. à peu près tout. Ah, Il y puis Zetterberg au sixième tour. Zetterberg, mais au 6e tour. Mais j'ai regardé le repêchage de 92 et... Il bat-tu 99? Il bat peut-être pas 99, mais... Pas loin. Voilà, tu vas voir. Roman Amerlik, premier. Défenseur honnête, mais quand même pas une vedette. Alexis Yachine, deuxième. Probablement le meilleur joueur de ce repêchage-là. Mais ça a été quand même une carrière... Ouais, je mais te quand dirais, même. ouais, mais il y a une belle carrière, mais un peu en dents de scie. Le 6e choix, Corey Stillman. Mais là, Puis- c'est qui le 3, là? Non, mais là, je suis en train de nommer ceux en première ronde qui avaient de l'allure. Ah, parce que le 3, 4, 5, il n'y avait pas d'allure. Là, là. tu avais Mike Radji, un défenseur Ah, défensif ouais, de ouais, San ouais, Jose. ouais, Todd ouais. Warner, qui est allé au Nordique au Ouais. 4e rang. OK. Écoute, le meilleur défenseur du repêchage, vraiment, ça a été Sergei Gonchar, qu'on a vu en fin de carrière à Montréal, Top 10, non? 14e. 14e. Et Martin Straka, qui a quand même une belle carrière, 19e. C'est tout? En première ronde, Ben, c'est déjà mieux que, en première ronde, que c'est 99. Puis, oui. Alors, puis après ça, il n'y a pas vraiment personne. Il y a eu des joueurs par-ci par-là qui ont été choisis. Yiri Lettinen, par exemple, qui a été choisi un peu plus loin. Mais c'est probablement le meilleur des choix, Lettinen, entre 2 et 7. Si ma mémoire est bonne, c'est pas David Wilkie, le Canadien, en 92? Oui, c'est David Wilkie. En effet, un défenseur de l'Ouest qui n'a jamais percé. Puis on parlait du top 3, là. Top 3. Oui. De Du Big Robinson. Big 3, excuse-moi. Big Three. Le nouveau Big Big Three. Avec Wilkie, Bilodeau et... Fitzpatrick, Wilkie et Craig Rivet. Exactement. Craig Rivet, je crois, qui avait été choisi cette année-là, carrière honnête, qui a fait partie d'un échange qui a donné un premier choix qui est devenu Max Pacioretty, Qui est devenu Nick Suzuki. qui est devenu Nick Merci, Suzuki. Craig, Alors, l'arbre des transactions de que Craig tu détestes. continue à bourgeonner. Question de JR Mais Mar- juste un Oh, instant, je m'excuse, vas-y. Antoine. Est-ce que ça peut se reproduire des prochaines années? Oui. Mais on ne le sait pas quand. Puis je pense que pour le moment, je pense qu'il y a assez de bons joueurs là, pour 2026, 2027, 2028 pour pas qu'on en arrive là. Mais on ne sait jamais à un moment donné. Sauf que dans les années 90, je dois dire, il y a eu plusieurs puis début des années 2000, il y a eu plusieurs repêchages. Vraiment. 94, Ah. c'était pas terrible non plus. Il y a eu une période, Mathias, pendant à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans, là, où vraiment ça a laissé à désirer. Et c'est pour ça que le hockey, à une certaine époque, au début des années 2000, était pas mal moins intéressant. Et après ça, Crosby, Ovechkin, Malkin sont arrivés et ça a repris son envol. Antoine, je m'excuse, continue. Question de JR Marcotte. Avec la saison que Celebrini a connue, combien va-t-il recevoir pour son premier contrat de non-recrue et est-ce que ça sera en juillet? Macklin Celebrini a été interviewé lorsque les joueurs ont vidé leur casier à San Jose la semaine dernière. Et il a dit de façon assez laconique qu'il était intéressé à signer un contrat. Bon, il y a une petite précision à faire. C'est la dernière occasion pour un joueur de signer un contrat de 8 ans. Parce que l'automne prochain, il va entrer en vigueur une règle qui fait en sorte que les joueurs peuvent re-signer pour 7 ans avec la même équipe et 6 ans avec une autre équipe. Donc, il y a quand même une différence. Qu'est-ce que le contrat pourrait avoir l'air? Bon, on a donné 17 millions à Kaprizov, mais Kaprizov approchait de l'autonomie. Ce n'est pas le cas de Celebrini. Celebrini, contrairement à beaucoup d'autres joueurs, on ne fait pas de projection. Tu sais, quand on a donné le 7,4 millions à Slavkovski, c'était uniquement de la projection. Lui, Slavkovski, C'est là que ça peut payer aussi. le Canadien a parié sur lui. Caulfield et Suzuki aussi. Caulfield, Suzuki aussi. Suzuki, contrat donné par Marc Bergevin. Oui. Et là, avec Slavkovski, on peut dire, il n'a pas décidé de parier sur lui-même. Non. Il a pris l'argent. Regarde bien.
OK. Aurait pris. 60 millions, là, je veux dire, on n'est pas là à pleurer sur son sort. Mais c'est simplement que c'est un pari pris autant par le joueur que par l'équipe. Puis là, attends, 60 millions, là. Lui, à 28-29 ans, là, il va passer à la caisse C'est qu'il va encore, là. repasser Ben, à la caisse. Alors, est-ce que Celebrini, lui, va vouloir peut-être signer un contrat de plus courte durée pour passer à la caisse dans 3-4 ans en se disant que le plafond va augmenter? Ou est-ce qu'il va se dire, bon, ben là, je prends 8 ans, mais je demande beaucoup d'argent, peut-être un 15-16 millions? Ah, au moins. Parce que lui, il est déjà un joueur de presque 20 millions avec son 115 points. C'est pas une projection, Celebrini. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver. Je pense qu'un 8 ans, 15 millions, je pense que ça aurait de l'allure pour les deux parties. Si le contrat à Slavkovski était pour signer, admettons, cet été comme Celebrini, après la saison qu'il y a eu, combien tu penses qu'il recevrait? Je pense qu'il demanderait certainement un 9,5-10 millions. Au moins 10. Oui, 10. Wow. Ouais. Fait que Alors, c'est quand même 3 millions. Ouais, c'est à peu près, c'est une économie, par année, ouais. c'est une économie d'à peu près 2,5 millions, 3 millions qui, additionnée à l'économie Caulfield, l'économie probablement Hudson, tu sais, à un moment donné, ça s'accumule, puis souvent, ces économies-là vont te laisser un 7, 8, 10 millions de marge de manœuvre qui te permettent à ce moment-là d'aller chercher un John Tavares. À part si tu Enfin, le on se donnes comprend. à Texier à 2,5. Pardon? À part si tu le donnes à Texier à 2,5. Oui, mais pour le moment, le Canadien n'en est pas à aller. Il n'y a pas d'agent libre. Là, Au moins, que le c'était juste Canadien va 2 aller ans de chercher. Texier aussi. là, C'est tu sais, ça. Il n'y a ouais. pas d'agent libre que le Canadien. Je ne pense pas que le Canadien aille après Alex Stock, là, qui est probablement le meilleur Non. agent libre. Et quand je disais d'aller après pour un Tavares, ce que je voulais dire, c'est que on en a parlé dans l'épisode régulier, c'est que Toronto a trouvé 11 millions pour Tavares alors qu'il ne l'avait pas. Ouais. Si au moins il avait joué avec l'argent de la maison. Mais c'est Comme on pas, c'est dit. pas l'année où ils ont échangé Marleau, ça, d'ailleurs? Non, Tavares est arrivé bien avant. Il est arrivé Avant qu'ils se débarrassent. Mais ça, Ouais, ils ont ouais. été obligés de se débarrasser de Marleau après. Et voilà, c'est ça. Question de Ernest Gulbis. Bonjour les amis et félicitations à Papag. Que pouvez-vous nous dire à propos de Ryan Suzuki, toujours rattaché à la filiale des Kings 7 ans après son repêchage, mais quasi jamais rappelé dans la Grande Ligue? Il semble avoir une production respectable. Son jeu est-il si peu convaincant? Ben ça, quand Ryan Suzuki est sur la glace, ben Snake va chercher un tonneau de bière. Le baril au complet. Non, Snake ne regarde pas la game. Point. Bon, blague à part, Ryan Suzuki, c'était quand même un joueur qui, à l'époque du hockey junior, il avait 75 points à son année de repêchage dans la Ligue de l'Ontario, c'est bien. C'était un joueur qui avait un très beau talent de passeur. Cependant, il n'était pas très fort physiquement et il annonçait un joueur de périphérie. Et c'est ça qui est devenu finalement un joueur de périphérie. Et c'est pour ça que, en plus des blessures qu'il a subies, il n'a jamais vraiment pris beaucoup de force physique. Puis il a joué 2 matchs à date dans la Ligue nationale. Et du point de vue Ligue américaine, il ne domine pas. À 23 ans l'an dernier, il a 59 points. Et cette année, à 24 quand même, ans, 59 points. oui, mais à 24 ans, il a 48 points. Puis est-ce qu'il aurait été... C'est un choix de premier tour, si ma Oui, mémoire fin est bonne? premier tour. Est-ce qu'il aurait été repêché si haut si c'était pas le frère de Nick? Des fois, hein? Ça, regarde, c'est possible, Mathias, mais un gars qui fait 75 points dans la Ligue de l'Ontario, un joueur de centre, habituellement, va avoir la cote à tout le moins pour la fin de la première ronde. Donc, je pense qu'il a été repêché à peu près où il devait être. OK. Question de Charles Mir. Que pensez-vous du fait que Nathan McKinnon ait remporté le trophée Maurice Richard avec 8 de ses 53 buts en filet désert, alors que Cole Caulfield a marqué ses 51 buts contre un gardien? On met une astérisque au titre, on change les critères pour exclure les buts en filet désert, on en revient et on laisse les choses telles quelles. D'ailleurs, était-ce la première fois qu'une situation semblable arrive dans l'histoire de ce trophée? T'es même perçu comme un spécialiste des filets déserts maintenant. Ah oui. Garde, écoute, on laisse ça comme ça, là. Je veux dire, il faut pas. Puis honnêtement, là, si on pose la question à des partisans du Canadien, donc vous faites peut-être partie, si ça avait été l'inverse. Mais je trouve intéressant, cependant, est-ce la première fois qu'une situation semblable arrive dans l'histoire du trophée? Bon. J'ai pas cherché les 20 années d'historique du trophée, je suis allé rapidement, mais j'ai quand même vu un cas en 2018-2019. Leon Draisaitl a marqué 50 buts
Et c'était le dernier joueur à avoir marqué 50 buts sans filet désert. Un peu comme Caulfield cette année. Et Ovechkin, cette année-là, a gagné le trophée avec 52, mais 4 filets déserts. Alors, on avait une situation vraiment identique à celle de McKinnon-Caulfield en 2018-2019. Washington, c'était quoi? C'est l'année de la Coupe, ça? Non, ils ont gagné en 2018. C'est l'année de la Coupe OK. des Blues de Saint-Louis. Parce que ça me surprend qu'Ovechkin ait été placé dans des situations, peut-être que c'était des avances de 2 buts, Oui. mais pour moi, un attaquant qui marque dans un filet désert comme McKinnon, tu les as mérités, tes buts dans les filets déserts, parce qu'on t'emploie dans des missions défensives. Tu as mérité d'être sur la glace quand le filet est désert. Tu vois où je veux en venir, Simon? Oui, mais Alex Ovechkin, et c'est de ce dont je me doutais que je viens de vérifier, il détient le record dans la Ligue nationale pour le plus grand nombre de buts dans un filet désert en carrière, 72. Oui, il a battu le record de 56 qui appartenait auparavant à Wayne Gretzky. Bon. Question de Sébastien Hood. On veut un Gavin McKenna avec de la grit. Depuis quand? Ne pas repêcher ce talent brut au premier rang serait une grande erreur. On n'ira pas se chercher une bière quand il sera sur la glace. Pas pour voir son grit, pour voir ses buts. Oui, Sébastien, c'est un très bon point parce que moi, je suis tout le temps en train de dire on repêche du talent, on repêche du talent, on repêche du talent. Puis là, j'ai mis les freins un peu sur Mais c'est McKenna. pas tant le grit que le jeu en périphérie non plus, là. Exactement. Tu as touché un point, Oh, Mathias. Excuse-moi d'avoir répondu avant. Non, toi. non, tu as touché un bon point. C'est qu'on ne demande pas à Gavin McKenna d'aller mettre ses coudes d'en face d'un joueur. Mais on lui demande peut-être d'aller un petit peu plus souvent dans la zone payante parce qu'on sait que dans la Ligue nationale moderne, les buts se comptent à proximité du filet. Il faut aller se mettre le nez dans la cuisine. Et puis, c'est ça qu'on reproche à Gavin McKenna. C'est pas tellement le fait qu'il ne bouscule pas tout le monde puis qu'il ne fait pas un Porter Martin de lui-même. Slavkovski, là, Ouais. dimanche, là, il les a pas comptés non plus du coin de la patinoire, là, ses buts. Exactement. Alors, pour moi, Gavin McKenna, je n'ai pas fait mon classement final, mais il est encore dans mon top 2. Parce que c'est vrai, Sébastien, tu ne peux pas ignorer un gars qui va probablement faire quand même beaucoup de points. Mais je pense juste que tu ne vas pas nécessairement bâtir ton équipe autour de lui. Fait que toi, quand Suzuki est sur la glace, tu vas te chercher une bière, puis quand je te parle de Slavkovski, tu vas te prendre un verre d'eau, c'est ça? Comme ça que ça marche? Oui, mais regarde, les verres d'eau, c'est meilleur pour la santé que la Et bière. voilà. Vanessa Chouinard. À travers l'histoire du Canadien de Montréal, on a souvent l'impression que certaines décisions au repêchage ou via transaction ont été influencées par le désir et la pression médiatique d'avoir des joueurs québécois dans l'équipe. Évidemment, ce n'est pas toujours la raison principale, mais on dirait que ça peut parfois peser assez lourd dans leurs décisions. Est-ce qu'on pourrait analyser quelques exemples marquants pour voir si cette tendance a réellement été bénéfique pour l'équipe ou si elle a parfois nui en passant à côté de meilleurs talents disponibles? Exemple, Sergachev-Drouin. Oui. Vanessa, moi, des fois, je me pose la question, depuis que je suis le Canadien, est-ce que tous ces échanges-là sont nécessairement faits dans le but d'aller chercher un francophone? C'est ça la question. Drouin, oui. Drouin, oui. Centre, Mais- parce qu'on le voulait au centre. Francophone. Mais Bolduc-Mailloux, Non. c'est ça. Carrier- Alors, mais ça Carrier- peut Mais avoir quoi ça. qu'il est allé chercher beaucoup de... T'as Oui. raison. Carrier, ouais. Kent Hughes est Ouais. allé chercher beaucoup de Québécois. Madison, Carrier, Bolduc. Bolduc, il y en a Ouais. d'autres aussi. Veleno. Samy Blais. Oui. Alors, mais dans l'histoire, mettons, on se rappelle, si on remonte à l'époque, bon, on ne remontera pas à Sam Pollock parce que dans ce temps-là, il y avait tellement de superbes joueurs québécois que le Canadien pouvait s'approprier par le fait qu'ils étaient sur le Puis territoire là, tu québécois. perdrais tous nos auditeurs. Oui. Mais on va parler un petit peu de Serge Savard. Serge Savard, lui, et il est encore, lorsqu'il est interviewé, un ardent défenseur des francophones au hockey. Et puis, Québécois. c'est ça. Puis, dans ces repêchages, on le voyait. Tu sais, il y avait des repêchages, il y en a cherché 3, 4, 5. Et des fois, ça pouvait être peut-être au détriment de joueurs qui étaient Mais il y meilleurs. en avait. Il y en avait. Il y en avait. Il y en a plus. Il y en a Puis plus. les Européens n'étaient pas là dans ce temps-là. C'est une autre époque complètement, là. C'est sûr, mais on voyait que lui, il faisait l'effort. Est-ce que des fois, peut-être qu'il poussait la note un peu? Oui. Dans d'autres cas, non. Aller chercher, par exemple, Éric Desjardins, Stéphane Richer,
Patrick Roy, c'était des joueurs qui méritaient d'être choisis, peu importe leur provenance. Tu sais qu'il a déjà repêché un Allemand, on va voir, c'est une bonne mémoire. Oh, Dieter Hagen, ben oui, Dieter Hagen. qui est peut-être le plus grand joueur allemand de l'histoire là, avec l'équipe nationale. Oui. Il a repêché un Russe aussi. Vladislav Tretiak, qu'il Mais espérait faire venir à c'est rare. Montréal, mais c'était la guerre froide à l'époque pour les amateurs d'histoire mondiale. Tretiak, as-tu entendu parler de ça ou t'es trop jeune? Trop jeune, je Ça pense. te dit absolument rien? Tretiak. Ouais. Vladislav Tretiak, simplement, la première grande vedette russe que les Nord-Américains ont connue dans les années 70. Et dans les années 80, au début des années 80, les joueurs russes ne venaient pas Ben, dans la LNH. il sortait même pas de l'URSS Non. parce que c'était le Mais communisme. Serge Chavard l'avait repêché au cas où en 83 en se disant peut-être qu'on pourrait négocier une entente, mais ils n'ont jamais voulu le laisser aller, même si Tretiak à ce moment-là était rendu dans la trentaine, presque la mi-trentaine. Ouais. Et c'est simplement peut-être 6-7 ans plus tard que les portes se sont ouvertes lorsque le mur de Berlin est tombé. Et Ben, à ce moment-là... le mur de l'Est au complet. Oui, le mur là, de l'Est, c'est ça, tout l'Est au complet. Et à ce moment-là, ça a été... les écluses se sont ouvertes. Alors, s'il avait été un petit peu plus jeune, Tretiak aurait vraiment joué dans la LNH. Et il y en a beaucoup qui considèrent que c'est le meilleur gardien de l'histoire à ne pas avoir joué dans la LNH. OK. Antoine, juste pour ceux de ta génération, 19-20 ans, tu vas avoir 20 ans bientôt. Imagine Slavkovski Demidov, il aurait fallu qu'il se sauve avec les policiers aux trousses, là, caché dans un coffre de voiture, qui fasse défection en Autriche, puis que là, on vienne les chercher comme dans des films d'espionnage. Là. Vraiment comme ça. Bien, Hein? pour C'est faire fou, là. une analogie moderne, bon, c'est peut-être pas la même situation, puis je ne suis pas un expert en géopolitique, mais on va prendre un pays fermé comme, mettons, la Corée du Sud. Corée du Nord. La Corée du Nord. Ben, la Corée du Nord, là, tu peux pas sortir de Non. là. Fait qu'imagine qu'un bon athlète, mettons, de baseball qui veut venir jouer, Ouais. il sort pas de la Corée du Mais on Nord. ne sait même pas qui ils sont, On parce sait qu'on même peut pas même qui pas ils sont. rentrer, nous aussi. Alors, les Russes, quand même, ils voyageaient à l'extérieur, mais c'était sous haute surveillance. On voulait pas. Puis, il y en a des fois qui ont fait des tentatives, des athlètes, de se sauver alors qu'ils étaient dans des Jeux olympiques ou des tournois mondiaux. Ben là, tu te sauves, là, ils peuvent emprisonner tes parents ou faire les parents perdre leur job, là, c'était fou, là. Si tu as entendu parler, Antoine, des frères Stachny à Québec? Oui. Bon, alors les frères Stachny, c'était exactement ça. C'est digne d'un film d'espionnage. Ouais. Leur sortie de ce qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie. Maxime Petit. Michael Rabal a été repêché par Arizona et non par les Devils. Oui, il corrige mon erreur la semaine dernière. Quand j'ai parlé de Michael Rabal, je l'ai confondu avec Mikhail Yegorov, qui est un gardien de but repêché par les Devils en deuxième ronde, qui est excellent lui aussi et qui a également joué dans la NCAA. Rabal, en passant, a signé son contrat en Arizona. Il a fait ses débuts dans la Ligue américaine la semaine dernière. Tu aurais pu le mélanger avec Michael c'était-tu Enzus ou... non, celui qui a été échangé avec Ryan White, là. Te rappelles-tu, une couple d'années? Enzal. Enzal. Martin Enzal. Oui. Ça en fait des... Simon Dupéry. Avec son début fracassant, est-ce que Paulo Martone est un sérieux candidat pour le Calder la saison prochaine? Oui, on a beaucoup parlé de Martone, mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est sûr que les joueurs qui finissent bien la saison ont une longueur d'avance sur les joueurs qui n'ont pas mis les pieds dans la Ligue nationale. Alors, avec ce qu'on avait vu d'Ivan Demidov l'année passée, le bref échantillon, on se disait, hey, c'est le favori. Mais là, il y a un Matthew Schaefer qui est arrivé en avant de lui et qui va probablement le coiffer au fil d'arrivée. Et d'ailleurs, en début de saison, hein, j'étais allé de bonne heure au mois de novembre. Je me suis fait lancer des tomates en disant que la course au Calder était terminée, mais elle était terminée. Dans une année normale, si on peut appeler ça comme ça, Demidov le gagne, le Calder. Oui. Je pense qu'il va terminer deuxième. Alors, Martone, oui, il est un sérieux candidat, mais là, il s'agit de savoir l'année prochaine qui va arriver. C'est sûr qu'il y a des joueurs comme Michael Misa qui ne sont plus admissibles parce qu'ils ont joué trop de matchs, mais il y a quand même des joueurs qui sont arrivés en fin de saison. Et il y en a d'autres qui sont dans la Ligue américaine en ce moment, comme Trevor Conley, pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer. Il pourrait faire son arrivée à Vegas l'année prochaine. Après une excellente saison de plus d'1 point par match. Mais il va y avoir un bon candidat à Montréal aussi. Il va y avoir un bon candidat à Montréal également, Jacob Fowler, gardien de but, qui n'a pas franchi le seuil des 25 matchs. Est-ce que James Higgins il est loin de ça? James Higgins, il est dans la liste. C'est sûr que de ce que j'ai vu dans ses matchs à Boston, je pense que oui,
Martin, tu dois lui donner l'avance, mais là, on n'a pas vu une saison de 82 matchs. Ça dépend aussi comment Higgins va être utilisé en ce moment. Il jouait sur le troisième trio avec Kuznetsov, Fraser Minton. Est-ce qu'on va le mettre sur le top 6 l'an prochain pour peut-être donner un boost? Je ne le sais pas. Alors, c'est vraiment très, très tôt pour parler du Calder. Dans les joueurs cette année qui vont être repêchés, est-ce qu'un McKenna, un Stenberg, un Chase Reed pourraient gagner? Stenberg, c'est pas le genre à rester en Europe encore un an. Oui, mais c'est quand même un late. Il va avoir 19. Il y a Frondel qui va être un bon candidat. Il y a Frondel, évidemment, qui va être un bon candidat. Fait que, il y en a quand même plusieurs, mais je serais surpris que, contrairement à cette année, je serais surpris que ce soit un gars du repêchage 2026 qui gagne. Je pense que ça va être un gars soit qui est déjà arrivé ou qui a déjà été repêché. Okay. Thomas Costin, quelle est l'importance des joueurs sur des premiers contrats au sein d'une équipe qui aspire aux grands honneurs? Énorme. Sauf que, énorme, parce que ça permet à cette équipe-là d'avoir plus de marge de manœuvre, faire des transactions. On dit aller chercher des agents libres. Mais ça, les agents libres, là, c'est pas avec ça que tu fais ton équipe. Mais ça te donne une marge de manœuvre parce que tu vas avoir des gars qui jouent en deçà de ce qu'ils valent. C'est-à-dire au-delà de ce qu'ils valent. Ouais. Alors, un gars, mettons, je ne sais pas moi, bon, là, ça nous aspire pas aux grands honneurs. Mais regardez le contrat de Macklin Celebrini. Avec les bonnies, il va aller chercher quoi? 3,4 millions. 3,4 millions pour 115 points. C'est un gars de 15-16 millions normalement sur le marché libre. Mais ça ne nous aspire pas aux grands honneurs. C'est souvent ça qui arrive. Les joueurs qui sont repêchés tôt et qui ont un excellent premier contrat, souvent jouent pour des clubs faibles. Ouais. Alors, où ça peut aider pour une équipe qui aspire aux grands honneurs, ça peut être, mettons, exemple, bon, on va parler du Canadien, mettons, dans 2 ans, ou l'an prochain, en 2027, un Michael Hage arrive. Puis, alors, les 3 premières années de son contrat, Michael Hage, il ne gagne pas cher. Ouais. Et à ce moment-là, on présume que peut-être à partir de la 2e année, son jeu serait supérieur à la valeur de son contrat. Ben, c'est là que ça commence à devenir compliqué pour les équipes quand tu arrêtes de repêcher. Ah! Parce que là, tu deviens coincé parce qu'il faut que tu bouges Est-ce que tes tu parles trous. de Toronto? Ben, de Toronto. puis T'aimes pas? T'aimes pas? Oui, des Oui. équipes comme ça. Puis là, tu es coincé par le plafond. Tu es obligé de sacrifier des Sergachev. Ouais. À part Vegas, là, qui réussit à jamais repêcher. Puis qui, Ben, évidemment, là, c'est parce qu'ils sont... Il y a aussi la règle avec la liste des blessés. Oui. Tampa aussi, ça les a aidés. Là. ça les a aidés. Là, maintenant, on a changé le règlement en série. Tu peux dépasser la masse salariale, mais les 20 joueurs sur la glace leur salaire total doit être à l'intérieur de la masse salariale. Et Vegas, évidemment, c'est pas grave s'ils n'ont pas leurs 9 choix de première ronde. Il leur en reste un qui en vaut 9. Si c'est pas 19. Ah, son numéro? Ah, je ne savais même pas son C'est numéro. C'était pas, OK, tu tu vois. ne connais pas son numéro. Bon, OK. non. Je connais beaucoup de numéros, mais pas celui de Trevor Connelly. Espèce d'inculte. En passant, j'ai oublié d'en parler dans le Serpent en Liberté. Pas encore, Connelly. Oui, il faut que j'en parle tout à l'heure. La filiale des Sharks, le Barracuda, joue contre la filiale des Golden Knights, Henderson, dans une première série de 3. Alors, j'ai Quentin Musty contre Trevor Connelly. Est-ce que Michael Misa pourrait aller là ou non? Oui, mais on ne l'a pas envoyé. OK. Mais Chernyshov y va. OK. Donc, tu as tes Chernyshov billets y va. d'avion déjà achetés? Non, j'ai pas le temps, mais ça me... chicote, hein? Ça me chicote. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi le Rocket ne joue pas cette semaine? Le Rocket a un bail en première ronde et va affronter le gagnant de la série Rochester contre Toronto à la fin du mois. Un laissez-passer. Un laissez-passer, c'est ça. Et aujourd'hui, on entendait dire, pour les amateurs de musique rock dont je suis, il y a un spectacle de Triumph au Centre Bell, à la Place Bell le 1er mai. Et il semblerait que le show va être déplacé à cause d'un match du Rocket. Ah oui? Et moi, j'ai des billets pour Triumph. Hey, moi, j'ai vu ça me fait juste penser, là, je sais que ça n'a pas rapport, là. Ouais, je ne sortirai pas ton affaire. Là. Il y avait une vidéo, puis un gars qui chante, puis qui invite les gens à chanter sa rue. Là, on va perdre nos jeunes auditeurs. Puis il fait venir la jeune fille, puis là, le papa est à côté, puis il dit « You look like a rock star ». C'est un monsieur de 65, 70 ans. Puis là, il dit « Yes, I was in a band called Foreigner Ah, ». OK. Qui est un des grands bands, là. Ouais. Alors, ça devait être Mick Jones ou Lou Gramm. C'est le chanteur. Lou Gramm. Lou Gramm. Lou Gramm, Hein, c'est tu ça. connais ton rock? Oh, hey, on pourrait faire des podcasts là-dessus, Mathias. On pourrait faire des podcasts là-dessus. Mathieu Sirois, dans le livre Le hockey vu du divan de Simon Grondin, il propose un concept qui sort des sentiers battus. Pourquoi ne pas avoir 2 saisons en une année?
L'auteur est bien conscient que ce serait un sacrilège pour le sport professionnel en Amérique du Nord, habitué à couronner un seul gagnant par saison. Mais l'agonie des équipes minables de la LNH serait peut-être moins longue. 2 Coupes Stanley dans une année, on va oublier ça. Cependant, c'est déjà arrivé dans l'histoire récente du sport où on a joué 2 saisons, mais une seule série d'éliminatoires, si tu comprends. Je me souviens parfaitement, en 1981, il y avait une grève dans le baseball majeur et on avait divisé, il y avait eu un arrêt de travail pendant un certain temps et lorsqu'on était revenu, on avait fait une 2e saison. Et les Expos avaient gagné une 2e moitié de saison et s'étaient rendus en série. Chaque fois que les Expos étaient bons, là, il y avait un arrêt de travail. Il y avait quelque chose, comme en 94. Alors, il n'y a pas de... il n'y aurait pas de précédent à jouer ça, mais 2 Coupes Stanley dans une année, non. Est-ce que 2 saisons, ça pourrait être intéressant? Je sais pas. Une saison, mettons, de fin septembre jusqu'à Noël, et après ça, de janvier à avril. Et puis là... Peut-être un tournoi demi-saison, comme je pense que c'est la NBA. Dans la NBA, a ça, mais tu sais, ça veut dire quoi, la NBA Cup, là? Ça donne... Who cares qui gagne la NBA Cup? Oui. Oui. Ouais, il y a le Bean Town, là. Oui, le Bean Town. Bean Pot? Le Bean Pot, dans la NCAA. Ou ça pourrait être un tournoi Canada, États-Unis, un gagnant de chaque pays. Mais tu sais, au moins dans la NBA, les matchs, ils comptent au classement général. Alors, les matchs ne sont pas perdus, mais... regarde, honnêtement, c'est des gimmicks, tout ça. Ça serait des gimmicks. Moi, c'est la relégation comme au soccer qui me fait rêver. Oui, mais on n'a pas... Fini dernier, dans la Ligue américaine. Le problème, Mathias, c'est que la pire équipe de la Ligue nationale est pas mal plus forte que la meilleure équipe de la Ligue américaine par rapport à d'autres pays où on fait ça. Tu sais, en Suède, on le fait. Mais entre la SHL et le Alkslaven, l'écart n'est pas aussi grand qu'entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Écoute, tu ne veux pas te retrouver... Mais ça serait le fun pareil. Ouais, tu ne veux pas envoyer les Canucks de Vancouver dans la Ligue américaine, Mathias. Pourquoi pas? Ils remonteront dans un an. Je peux te dire qu'ils seraient grouillés le cul à la fin de l'année. Mais là, ça détruit tes affaires de... de repêchage. Toi, c'est sûr que tu es allergique à ça. Allergique. Je vois déjà que tes poils te retroussent sur ces bras. Allergique, Mathias. Félix Villeneuve. Que pensait le Snake d'Ilya Protas à son année de repêchage? C'est un gros bonhomme, qualité préférée des clubs de la NHL. Il y avait des stats intéressantes en USHL. Et en plus, il est une copie carbone de son grand frère Ilya. Donc pourquoi est-il sorti 75e, 5 rangs derrière Aitos Koivu? Oui, le choix de Koivu, on en a souvent parlé. Je pense que tout à l'heure, Vanessa nous parlait des joueurs québécois. Je pense qu'Aitos Koivu, le fait que Papa Sakou ait joué, je pense que ça a influencé le choix du Canadien. C'est tôt quand même, hein? C'est tôt. Oui. Mais honnêtement, là, je sais que tu l'aimais pas, mais y avait-tu quand même une certaine logique? Et il montrait-tu un petit quelque chose, là? Pas bien, bien. Parce que là, on sait que ça fait vers le bas. Pas bien, bien, Mathias. Pas bien, bien. Je le voyais pas. Je le voyais vraiment pas. J'aimerais ça qu'on me l'explique. Mettons, une discussion moi, que j'aurais franche avec un recruteur du CH. Je posais la question. Qu'est-ce que tu voyais? Peut-être qu'il y a une explication. Tu n'étais pas au comptoir de bière, tu étais noyé dans le fond du baril. J'étais noyé. À la glace. J'étais noyé. Pour en venir à Ilya. Oui, Ilya. Pourquoi il est sorti 75e? Il est sorti 75e parce que c'est un gars qui traînait son piano dans la USHL. Coup de patin très déficient. Ça fait beaucoup qui traînent leur piano, qui deviennent bons. Et c'était un gars qui n'était pas du tout créatif. Et là, moi, où est-ce que je l'avais? Je l'avais plus haut que 75 parce que, tu sais, on parle d'apprendre leurs leçons, les clubs de la LNH. Ils n'ont pas appris leurs leçons avec Cole Hudson. Il est sorti 43e. Alors, c'est un peu un parallèle que je peux faire, même si ce n'est pas le même genre de joueur. Protas, moi, je l'avais probablement début, milieu, 2e ronde. Tu sais, j'étais pas prêt à le mettre en première ronde. Aujourd'hui, c'est sûr que s'il y avait un repêchage, il serait là. Parce que Protas est venu jouer dans le junior l'an passé et à 18 ans, il a fait 124 points quand même en Ontario. Et cette année, dans la Ligue américaine, il est, puis n'en déplaise à moi-même, là, avec Trevor Connolly, là, il a été le meilleur joueur de 19 ans de la Ligue américaine. Ah oui? Et je pense qu'il pourrait gagner le titre de recrue de l'année dans la Ligue américaine. Il est sur l'équipe d'étoiles de la Ligue, des recrues de la Ligue américaine. Je pense qu'il pourrait gagner le titre de recrue de l'année dans la Ligue américaine. 4 points en 3 matchs ou 4 matchs à la fin à Washington. Regarde, c'est ça.
Mais après ça, ce qui va arriver, on connaît la Ligue nationale, dès qu'ils vont voir un gars de 6 pieds 5 qui patine pas, là, il va être choisi des 10 premiers parce qu'on va dire c'est le prochain Protas. Voilà. Victor Cassette. Snake, serais-tu capable de faire un top 3 du prochain repêchage à ce jour, même si ça risque d'évoluer? Ou sinon, quels seraient selon toi les meilleurs fits pour ces 3 joueurs? Petite question bonus baseball, que penses-tu du plafond de Roman Anthony avec les Red Sox? Et as-tu une équipe favorite? OK. Alors, mon top 3 n'est pas fait encore. À savoir quel joueur cadre le mieux. Regarde, le top 3, d'après moi, là, dans l'ordre ou dans le désordre, là, on va avoir McKenna, Stenberg et Chase Reed, le défenseur. Vancouver devrait prendre McKenna s'il gagne la loterie. Ben, regarde, je pense que tous ces clubs-là ont d'énormes besoins, alors que ça soit... puis là, on ne sait pas qui va gagner la loterie, mais mettons New York, Chicago, Vancouver. Je pense que Chicago devrait plus y aller avec un attaquant, soit McKenna ou Stenberg, moins avec le défenseur Reed. Mais encore là, Chicago a toujours pas ce qu'on appelle son défenseur numéro 1. Alors, ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc, n'importe qui entre Rangers, Chicago, Vancouver, McKenna, Stenberg, Reed, il n'y a pas de... Ça cadre partout. Ça cadre partout. Roman Anthony, d'après moi, avec les Red Sox, ça va devenir, d'ici une couple d'années, un des meilleurs joueurs du baseball majeur, un des meilleurs voltigeurs aussi, probablement un gars certainement avec le mur là, à Boston, probablement un gars d'une trentaine de circuits, pas loin de 300 de moyenne. Et si j'ai une équipe favorite, moi, j'aime les équipes en reconstruction dans tous les sports. C'est comme ça. Mais je te dirais qu'il y a une équipe peut-être qui m'a accroché dans le sport, dans ma jeunesse, et que j'ai jamais vraiment décroché. C'est les Aces d'Oakland à l'époque. J'ai commencé à suivre ça en 72. Ils ont gagné leur première série mondiale. Ils ont gagné en 73. Ils ont gagné en 74. Alors moi, ça me fascinait, le petit gars de 7-8 ans que j'étais, de voir une équipe. J'aimais les dynasties. C'est comme ça que j'aimais les équipes qui gagnaient. Mais si on m'avait dit en 74 que 52 ans plus tard, il y en aurait gagné une seule ensuite, en 89, j'aurais probablement été déçu. Qu'est-ce que j'aimais chez les Aces? En plus, l'idée de la dynastie, j'aimais beaucoup l'uniforme, vert et or. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est là que c'est né mon amour des chandails verts de sport. Et j'aimais le fait que c'était chaotique dans cette équipe-là. Les joueurs avaient les cheveux longs, ils étaient mal polis, ils se battaient dans le vestiaire et malgré tout, ils gagnaient. Et ça, moi, ça me fascinait, les bad boys qui avaient du succès. Bon, mais toi, tu es clean cut. Mais pour un amateur de reconstruction, toi, dans le temps, Canal Vie, là, Décor ta vie, tu devais écouter ça. Tu ne fais pas manquer un épisode. Il reconstruisait à chaque semaine. Des pièces. As-tu une oreillette et puis Pag te communique? à moins que ça soit sa petite fille, là. Avec Saskia Thuot, là. Qui n'a pas dit son premier mot, mais qui a fait son premier jeu de mots. Oui, elle a déjà commencé à faire ses jeux de mots, elle. Alexandre Sorelli. Peux-tu partager ton opinion à propos de Roman Kantserov, le choix de deuxième ronde des Blackhawks en 2023, qui est le meilleur buteur de la KHL cette saison? Est-ce un potentiel attaquant top 6 qui pourrait compléter Frondel et Bédard? Potentiel, oui. Éventuel, je ne sais pas. C'est toujours difficile. Regarde, c'est un gars de 5 pieds 9, 175, mais il a un gros QI hockey. C'est un très bon fabricant de jeu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est énergique et il gagne ses batailles pour la rondelle. Alors, même si le gars est peut-être moins fort physiquement, tu vois que c'est pas un joueur de périphérie, comme on parle souvent. Cette année, il a éclos. C'est un ailier qui lance de la gauche, mais qui joue parfois à l'aile droite. C'est un gars de 21 ans. Il a quand même 36 buts en 63 matchs et je présume qu'il va être à Chicago dès octobre prochain. Est-ce qu'il va avoir un impact? Ça, prédire l'impact des joueurs de la KHL, prédire le prochain Artemi Paranarine, c'est difficile. Mais il y a l'avantage qu'à Chicago, les portes vont être grandes ouvertes parce que Chicago a énormément besoin de joueurs dans le top 6. Question de Éric Bourdeau. J'aime bien Nico Hischier, mais vous ne trouvez pas qu'il a un profil semblable à Suzuki? Que sa venue enlèverait du temps de glace à Suzuki en avantage numérique et les stats de ce dernier baisseraient? Ben là. Deuxième vague. Oui, je pense pas que Nico Hischier soit sur la première vague d'avantage numérique parce que le Big Five du Canadien en avantage numérique, c'est quand même quelque chose à voir. Mais est-ce qu'il accepterait de venir à Montréal dans ces comptes? C'est un gars d'infériorité numérique. Ouais. C'est un gars à 5 contre 5 qui serait... Tu sais, comme un match comme hier, contre Cirelli, là. Ouais. Quoi qu'il aurait probablement joué contre...
Ça serait... Moi, je pense que ça allégerait le travail de Suzuki, qui ne serait Ouais. pas obligé de jouer contre des bons trios non plus. Fait que... c'est ça. Il en reste une? Il en reste 2. Ouais. POC 89. J'aimerais vous entendre sur les résultats des meilleurs buteurs 2025-2026. Je constate que le pourcentage de réussite de Cole est relativement élevé, 20%, alors qu'on voit plutôt du 15 à 17% pour Lilith. Sans rien enlever à son talent, je m'attends à ce qu'il revienne à des saisons de 38 à 42 buts. Je ne dis pas qu'il ne fera plus jamais 50 buts. C'est intéressant, Puck, ce que vous dites, parce que j'ai justement pensé la même chose. Avant de voir votre question, j'ai pensé un peu la même chose à Caulfield. Je pense que une autre saison de 50 buts d'ici la fin de la carrière de Caulfield est très possible. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un marqueur né. Mais est-ce que le pourcentage de réussite était peut-être un petit peu plus élevé cette année par rapport à la moyenne de l'élite? Oui. Est-ce qu'il pourrait rebaisser à 42 buts l'année prochaine? C'est très possible aussi. Mais surtout, ça ne voudra pas dire que c'est une saison... C'est pas une baisse de régime. Il n'est pas sur le déclin s'il fait ça. C'est simplement un ajustement normal, statistique, qui fait en sorte que, tu sais, chaque année dans le hockey, il y a toujours un petit peu des gars qui surperforment ou sous-performent, tout en jouant à peu près de la même façon. Fait que je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, mais moi, je pense qu'il pourrait refaire 50 buts. Oh, mais oui. c'est possible l'an prochain qu'il ne le fasse pas. Mais parlant de baisse de régime, là, Oui. Simon Lerat a pris congé cette semaine ou il n'a pas fait la cote? Il a pris congé. Simon! Oui, T'es où es-tu? Où es-tu? Parce que là, c'est la dernière question qui s'en vient. Ben oui. Le Gaspésien 2514. Ben oui. Question il met pour son le- adresse en plus. Question pour le Snake. Lorsque les recruteurs se rendent à une partie pour évaluer les joueurs, est-ce que les joueurs sont mis au courant de votre présence ou bien vous préférez les évaluer dans l'ombre pour être certain qu'ils restent à leur naturel? Les recruteurs ne peuvent pas se cacher. Non. Premièrement, ils sont assez nombreux en Toi, de général moins au en moins, match. en plus. Non, mais même dans les estrades, Ben oui. on les voit, ils ont les iPads, les téléphones, les calepins de notes, peu importe. Puis les joueurs savent qu'à partir du midget 3A, midget espoir, ils sont là. Ils savent que les recruteurs sont là. Bon, il y a des matchs, il y en a 3, il y a des matchs, il y en a 10, mais tu peux pas vraiment te dire « Ah, ben là, je vais me cacher puis je vais aller voir un certain joueur. » Non. Les recruteurs connaissent tous les joueurs. La seule différence, puis c'est drôle parce qu'on en parlait justement avec un recruteur à Green Bay il y a 3 semaines. Il y a un recruteur... Tu sais, quand on se parle entre nous autres puis qu'on est dans des équipes adverses, on se parle pas vraiment des joueurs. On se parle de notre vie, on se parle de la ligue, Ah oui. on se raconte des potins. Tu parles de ta vie. Ben, des choses générales, tu sais. Vous Mais regardez pas les matchs? Oui, on regarde des matchs, mais des fois, on va souper. Des fois, on va souper, là, puis on est des recruteurs de 5-6 équipes différentes autour de la table. Mais il y a une chose, par contre, puis que quelqu'un a dit, puis que j'ai bien aimé. Il dit, tu sais, il dit, les joueurs, là, ils ont un connaît tout. On sait tout qui est bon. Mais, on les classe pas de la même façon. Alors, c'est ça, OK. finalement. Bon point. Parce que tu regardes, tu sais, McKenna, Stenberg, tu vas parler à 20 recruteurs. Il y en a qui ont McKenna, il y en a qui ont Stenberg. Mais les 20 recruteurs les connaissent puis ils les trouvent bons. C'est juste qu'il y en a qui vont dire « Ah, lui va être meilleur. Bon. Simon Boisvert, merci. Antoine Brunet, merci. Merci beaucoup. Merci, Antoine.